Plus souvent, des jeunes m'arrêtaient quand j'étais avec la Ferrari en me disant qu'est-ce que je fais dans la vie, et j'avais l'impression que dans les yeux ils attendaient une réponse un peu hack, c'est-à-dire en gros bah là si tu prends la prochaine à gauche et tu fais un cloche-pied, il va y avoir des millions qui vont tomber. Et le problème de cette génération, de la nouvelle génération, parfois je trouve que ils cherchent trop les raccourcis en fait. Et en fait, dans la vie, malheureusement, que ce soit en perso pour trouver l'amour ou dans l'entrepreneuriat pour réussir, ou même en tant que salarié, il y a pas de shortcut. Alors oui, il y a des histoires de crypto-monnaie où le mec est passé millionnaire mais c'est comme les gens qui gagnent au loto. Oui, il y en a un sur 10 millions ou 14 millions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas de raccourci. Si tu veux réussir, faut bosser. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation Leaders, le podcast qui donne la parole aux leaders de la tech et de l'innovation. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans ce podcast sur notre site innovationleaders.live. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Allez, installez-vous confortablement et bonne écoute. On va rentrer dans le monde des réseaux sociaux aujourd'hui avec la découverte d'une boîte, plutôt d'un univers, vous allez voir. Un univers qui vient secouer le monde des réseaux sociaux justement et de la food avec un esprit et des codes bien à eux. La boîte vous dira peut-être pas grand-chose si vous n'êtes pas hyper connecté dans l'univers des restos, mais ce que vous allez apprendre dans cet épisode peut s'appliquer à pas mal de domaines. On va parler pas uniquement des réseaux sociaux et de la food, on va parler de pas mal d'entrepreneuriat, d'audace, et c'est un langage assez universel. Ravi d'accueillir à ce micro quelqu'un qui est un ovni pour moi. Je veux parler de Édouard Osgui, Séveral, entrepreneur. Salut Édouard, merci de passer au micro d'Innovation Leaders. Merci Geoffrey pour l'invitation. Il y a sûrement pas mal de nos auditeurs qui te connaissent, d'autres qui te connaissent pas, d'autres qui croient te connaître. Et j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ton parcours. Peut-être le Édouard avant la vie pro. Tu peux me dire, toi, quel âge t'as aujourd'hui, où est-ce que t'as grandi et en fait, quelle étude t'as fait? Ok, avec plaisir. Moi, je m'appelle Édouard Osgui, j'ai 33, bientôt 34 le 2 juin prochain. Je viens de Normandie, okay. Je suis un petit Normand de province. Rouen, ouais, Deauville, Trouville-Deauville. Okay. J'ai grandi au Vert et près de la mer. J'ai grandi en fait avec des parents mère au foyer et père prof de golf. Donc j'ai grandi dans un milieu très très modeste, mais entouré de personnes qui avaient des très belles carrières, parce que j'ai grandi sur le golfe de Deauville, donc beaucoup d'industriels et d'entrepreneurs parisiens qui vont en week-end sur la côte normande. Donc j'ai grandi dans un milieu très modeste, mais entouré de gens dans la vie qui étaient des grands industriels, des grands et que tu avais été amené à côtoyer plus qu'à percevoir. Enfin, c'est les gens avec qui tu étais amené à discuter, tout ça. Ok. Totalement, ouais. Quand j'étais petit, je jouais avec les Vertémers, ceux qu'on créé Chanel. Enfin, j'ai fait des parties de golf avec des personnes très importantes, et ça m'a toujours du coup appris à à savoir se tenir, à recevoir une bonne éducation et à comprendre aussi un peu les codes de ces univers-là. Donc voilà, j'ai très vite été plongé dans le golf. On va dire que c'est un milieu sportif, mais qui reste très sérieux avec des règles, etc. Donc j'ai select, l'étiquette, etc. Dès tout petit, en fait, j'ai toujours grandi dans un univers avec des règles, avec un cadre très précis, et puis avec des gens qui étaient relativement importants. Donc ça m'a appris déjà pas mal de choses sur la société. Et niveau études, t'es passé par quoi? Et du coup, niveau études, en fait, j'ai fait mes études à Caen. Donc j'ai fait mon collège-lycée à Sainte-Marie à Trouville, et ensuite je suis allé à Sainte-Marie au lycée à Victor Hugo, pardon. Pour faire ma prépa maths sup. J'ai fait PCSI et ensuite j'ai fait PC sur la deuxième année. Donc j'ai fait la première année à Victor Hugo, et ensuite je suis passé en internat à Sainte-Marie parce que j'avais du mal à vivre tout seul. J'ai beaucoup de mal à être tout seul, et j'aime bien être entouré de personnes et d'entourer de gens et d'échanger tout le temps. Donc je suis pas quelqu'un qui aime la solitude, hormis quand je vais pêcher, parce que je suis un gros fan de pêche. Donc hormis quand je vais tout. Voilà, exactement. Hormis ta quand vie je intense. vais au bord de l'eau, tout à fait. Mais ouais, j'ai fait mes études à Caen, prépa maths sup. Pas bon élève, pas une grosse envie, pas très scolaire, pas très, on va dire, rigoureux sur la manière dont j'ai abordé ces études-là. Je l'ai fait pas mal pour mon père et pour mes parents, pour les rendre fiers, de dire bah voilà, je prends la voie royale de maths sup maths spé. J'ai rencontré en plus ma première copine pendant les partiels de la deuxième année pour entrer dans les écoles d'ingé. Donc au final, j'ai fini à l'école d'ingé, qui est une très bonne école d'ingé, mais qui est pas polytechnique non plus.
j'ai fini au pôle Léonard de Vinci. Donc après 2 ans de maths spé, j'ai fini pôle Léonard de Vinci à Les Sylves. Et du coup, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur CTI. Donc je suis ingénieur CTI de formation. Et je me suis spécialisé ensuite dans la finance. Donc ensuite, je suis parti dans la finance pendant 3-4 ans. Travailler pour un asset manager américain qui s'appelle Musinic. Et en gros, on vendait des fonds en corporate credit à yield. Moi, j'étais dans l'équipe sales. Et donc, du coup, j'ai tout de suite été dans un milieu un peu similaire à ce que j'ai vécu dans le golf, qui était très cadré, très sérieux. Où il fallait faire toujours attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à comment on s'habille. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me connaître et à savoir en gros qui je voulais être et surtout qui je voulais pas être. Parce qu'on parle souvent de nos héros et de la façon dont on s'inspire de certaines personnalités et de certaines personnes. Mais on parle peu aussi des anti-héros qui aussi aident quand même à trouver sa voie. Parce que le fait de savoir où on veut pas être nous permet un peu plus de se rapprocher vers l'endroit où là où on veut être, même si c'est pas une vision précise, au moins ça élimine des options. Et c'est quoi? C'est-à-dire que dans le monde de la finance, t'as rencontré des gens qui t'inspiraient pas du tout et qui t'ont fait comprendre que c'était pas là où t'aurais ta place? Alors j'ai beaucoup d'inspiration. J'avais mon boss Eric Pictet, qui est un mec génial, qui vient d'investir d'ailleurs dans une de mes sociétés. De la famille Pictet suisse private banking? Ouais, exactement. Il a investi en perso. Lui, il a quitté aussi la boîte 1 an ou 2 ans après moi. Et il a investi en perso dans Emblem. Et en fait, non, c'est pas on va dire, c'est plutôt le lifestyle, en fait, vraiment la situation de vie de travailler dans la finance à 50 ans, et en fait, écouter des personnes qui sont au-dessus de soi et de se dire, mais en fait, à 50 ans, j'ai pas envie d'écouter des personnes qui me disent, en gros, et en fait, je voyais en fait l'équipe parfois se mettre la rate au courbouillon, comme on dit. Par rapport au management, en fait, je me dis, mais à 50 ans, je pourrais pas avoir de management. À 50 ans, j'ai envie de faire ce que je veux. J'ai envie de pouvoir, si j'ai une idée, la réaliser, qu'elle soit bonne ou mauvaise. J'ai envie de tester des choses moi-même et j'ai pas envie de voir, en fait, de devoir rendre des comptes à des gens. Ouais, exactement. Ouais, ok. Et comme j'ai grandi dans un cadre assez fixe, ça m'a aussi montré que j'avais envie de grandir dans un univers qui était beaucoup plus créatif, où je pouvais vraiment m'exprimer sur les idées que j'avais, sur les voies que je voulais emprunter. Et c'est vrai que la finance m'a tout de suite fait comprendre que j'étais pas quelqu'un fait pour être en costume toute la journée et fait pour être managé à 40, 50, 60 ans. Et j'ai tout de suite réalisé que j'avais envie d'entreprendre. Et j'ai eu en gros l'envie d'entreprendre assez jeune, ouais. Mais et justement, parce que tu me disais que au niveau de l'entrepreneuriat, ou en tout cas au niveau du business, tes premières gammes, tu les as fait en vendant les balles de golf sur le terrain, que tu allais trouver dans les touffes à droite à gauche. Ouais. Malgré tout, tu t'es lancé dans une voie de salarié. T'as pas entrepris tout de suite, ce qui est assez rare, parce qu'il y a pas mal de mecs qui démarrent plus jeunes que toi. Et toi, tu l'as réalisé un peu sur le tard. J'ai l'impression que c'était en 2016, 4-5 ans après ton démarrage, qu'il y a eu un déclic où tu t'es dit non mais attends, je lâche cette vie qui me ressemble pas pour aller dans un endroit où j'ai envie. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment t'as ce déclic de quitter la voie dans laquelle t'étais? C'est pas que j'ai quitté, c'est plutôt on m'a poussé dans cette voie-là. Non, c'est-à-dire qu'en gros, moi j'ai créé Emblem, qui était mon premier projet, qui est en fait une plateforme qui permet tout simplement aux restaurateurs et aux commerçants de recevoir des influenceurs qui, en échange d'expérience, donc en échange par exemple d'un déjeuner ou dîner pour 2 personnes, ils vont accueillir les influenceurs qui, en échange de ce repas offert, vont faire des publications et vont donner de la visibilité à ces commerçants. Donc, j'ai créé cette plateforme de mise en relation entre commerçants et influenceurs, qui a très bien fonctionné. Ça, c'était quelle année? T'étais toujours salarié à ce moment-là? Et ça, en fait, j'étais toujours salarié. Ça, c'était en 2015. Et d'où l'idée te vient? Parce que là, t'es dans ton univers de banquier un peu propre sur eux. Ouais. En fait, j'avais une copine dans cet univers-là. En fait, j'avais une copine qui était elle américaine de Los Angeles et qui vivait du coup en France. Et en fait, elle passait beaucoup de temps à regarder ce que faisaient les influenceurs et elle était très influencée par le fashion, le cosmétique, etc. Et en fait, je voyais énormément d'influenceurs. En fait, je voyais énormément de boîtes se monter sur la partie marque. Donc, la mise en relation entre les marques et les influenceurs. Donc, il y a des très belles boîtes qui se sont faites là-dessus. Et en fait, il y a personne qui s'est mis sur le créneau de l'expérience. Et en fait, je voyais tous ces influenceurs aller au restaurant, payés ou pas payés, et faire des publications, etc. Donc, je voyais vraiment l'intérêt des influenceurs d'aller dans les restaurants, de tester et de pouvoir documenter
les adresses qu'ils trouvaient et auprès de leur communauté. Et du coup, en fait, je me suis dit, mais en fait, pour leur faciliter la vie, il faut que je crée une plateforme, tout simplement pour en fait permettre aux restaurateurs de recevoir ces influenceurs-là et d'obtenir de la visibilité. Et en fait, je l'ai fait parce que j'avais aussi des amis restaurateurs et que j'ai toujours eu cette phobie et cette tristesse quand je vois un restaurant vide. Et je sais pas pourquoi. Ça te marque. Ouais, ça me marque. J'ai beaucoup d'empathie par rapport aux restaurateurs qui ont des salles vides. Et j'avais un restaurant comme ça en bas de chez moi et ça m'a toujours fait mal au cœur. Et je me suis dit, mais aujourd'hui, quelles sont les possibilités pour les restaurateurs de communiquer? Et en fait, à l'époque, il y a 7 ans, il y avait les agences de presse. Une agence de presse, ça vaut 2, 3, 4 000 euros par mois. Et du coup, je me suis dit, mais attends, un petit restaurateur qui a 10, 15, 20 places, 30 places, et il y en a plein des petits restaurateurs avec des petits boui-boui qui font de la super bouffe, qui sont vraiment passionnés et qui méritent d'être connus. Et à côté de ça, c'est des gens qui n'ont pas les moyens de se payer des agences de presse. Donc du coup, je me suis dit, je vais créer cet outil-là pour les influenceurs, pour leur permettre de rencontrer des restaurateurs, documenter leur expérience et sans pour autant avoir des budgets de plusieurs milliers d'euros. Et en gros, pour 400 euros par mois, ils pouvaient avoir jusqu'à 30 demandes d'influenceurs par mois et du coup avoir des centaines de milliers de vues pour pouvoir sans forcément avoir un gros budget. Donc en fait, j'ai commencé avec ça, avec cette plateforme-là. Ça, c'était en 2015 et en fait, en 2016, d'ailleurs, mon premier client s'appelait Foodora. Rocket Internet, bon, feu Foodora parce que depuis ça a quitté la France, ça a fermé. Mais en fait, j'ai commencé en fait avec ça. Et en fait, en 2016, j'étais toujours en finance. La boîte pour qui je travaillais a recruté en fait une DRH. Donc c'était une grosse boîte quand même. C'était une boîte qui faisait, je crois, 70 ou 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'était une boîte qui est quand même assez conséquente. Et on avait des bureaux un peu partout, à Londres, à Zurich, en Italie, en France, aux États-Unis. Et en fait, ils ont recruté une DRH qui a commencé du coup, c'est des Américains, donc ils ont des contrats avec des clauses qui sont parfois abusives, parce qu'en fait, en gros, t'as même pas le droit d'avoir une SCI à côté, en gros, si tu travailles pour eux. Donc vraiment, aux États-Unis, t'appartiens aux mecs quand tu bosses pour eux. Et donc du coup, ils ont recruté une DRH et en fait, cette DRH là a vu que j'avais créé une boîte en parallèle. Et du coup, quand elle est venue à Paris pour nous rencontrer, ils m'ont demandé un entretien et quand je suis arrivé dans la salle, il y avait une feuille blanche. Enfin, il y avait une feuille sur la table qui était malheureusement pas blanche. Et du coup, je me suis fait virer comme ça. Et dans la finance, quand on se fait virer, on n'a pas le droit de reprendre ses affaires. Donc on est obligé d'aller directement en bas. Ce jour-là, il faisait très froid. J'étais en petite chemise blanche et je me suis dit que c'était un bon signe de la vie pour me dire qu'en fait, maintenant, j'avais pas d'autre choix que de cartonner et d'aller à fond dans mes projets. Bon, et c'est de cette façon-là que je me suis dit que tu t'es lancé. Voilà. Donc Emblème existe toujours, mais il faut que tu me racontes un peu quand je parlais d'univers tout à l'heure, c'est que il y a plusieurs marques qui gravitent autour de toi et j'ai besoin que tu me fasses un peu le panorama parce que les choses auraient été simples s'il y avait eu que Emblème. Il y a Barracuda, il y a Grupo Mimo, des noms un peu chelous d'ailleurs, que tu vas nous expliquer d'où ça vient ces noms-là et ces projets-là. Mais donc tu as commencé par Emblème qui a évolué entre-temps. Comment les trois marques, et il y en a peut-être d'autres d'ailleurs, mais s'organisent aujourd'hui? Comment tu as été amené à les créer et à quoi elles correspondent, ces marques-là? En fait, avec Emblème, très vite, on a vu qu'on envoyait beaucoup de visibilité sur des commerçants qui n'avaient pas du tout le temps de s'occuper de leurs réseaux sociaux. Partant de ce constat-là, je me suis dit, faut que je crée un service dans ma boîte, dans Emblème, qui leur permet en fait d'avoir du community management. Donc, community management, c'est en gros gérer et développer les réseaux sociaux de ses clients. Donc c'est créer du contenu, les publier et tout simplement gérer et développer, poster, répondre aux messages, faire de la sponsor, etc. Donc du coup en fait je me suis dit il faut que je leur offre un service de community management parce que on n'optimise pas la conversion de la visibilité des influenceurs. Parce qu'en fait on envoie beaucoup de visibilité sur des pages qui sont pas clean, donc c'est pas on n'est pas au max au niveau de la conversion. Donc on a du coup commencé à faire du community management. Donc à l'époque j'étais tout seul, j'avais des stagiaires ou des alternants de temps en temps. Et en gros, j'ai fait ça en gros de 2016 jusqu'à 2019. J'étais tout seul. Donc c'est moi qui prenais les photos, qui faisais le CM, qui faisait la compta. Voilà. En gros, c'était une boîte qui faisait 200, 300, 400 000 euros en faisant 100 000 euros de bénéfices. Donc c'était déjà rentable et comme je vivais presque tout seul sur la boîte, c'était bien. En 2019, c'était au moment de Tiller System, au moment où il y avait tous ces food tech qui commençaient à scaler fort. Je me suis dit, on va essayer d'accélérer. Du coup, en fait, on est passé de 3-4 personnes en début 2019
à 40 personnes fin 2019. Donc, on a bootstrap, en fait, Emblème, qui est en fait de passer d'une plateforme de mise en relation entre influenceurs et commerçants à une agence social media. De ce fait, en fait, l'application Emblème est devenue un outil pour nous, pour simplement gérer, en fait, la relation des influenceurs et de nos clients. Et on s'est surtout attardé à vendre à fond du package community management plus influence. Donc on a développé à fond la boîte, et en fait du coup on vendait des packages de community management, on va dire low cost, en volume. On a eu les attentats, on a eu les gilets jaunes, on a eu les grèves, enfin voilà. C'était un parcours assez tumultueux. On a eu le Covid, enfin voilà, on a tout vu de ce qui peut se passer dans un contexte de société. Et malheureusement, première loge côté food, ouais. Ouais, malheureusement les restaurants sont les premiers à prendre sur ce genre d'événement. Donc, j'ai vraiment continué avec passion à accompagner les restaurateurs et à les aider. Mais c'est vrai que c'était pas toujours facile, mais on s'est quand même battu. Ils en avaient d'autant plus besoin, en fait, de booster leur business. Exactement. Et donc, du coup, on a continué. Et en fait, à un moment donné, moi, je suis très pote en perso avec Oussama Hamar. J'en ai jamais rien fait en pro, etc. Donc, j'ai passé le confinement avec lui, etc. Donc, on parlait beaucoup de l'app, etc. Et tu l'as croisé comment, par exemple? Parce que c'est pas sur le terrain de golf de lui. Non, Oussama, en gros, on était voisins, et en fait, sa copine était une pote de mon ex-copine. Et du coup, en fait, vraiment par hasard, à un moment donné, je rentre du taf, et elle me dit ah bah tiens viens, je suis avec une amie, son mec est un entrepreneur, etc. Faut que tu le rencontres. Et du coup j'y vais, et en bas je vois Oussama, et Oussama en plus m'avait suivi 3 jours avant sur LinkedIn, et Okay. Et du coup je l'ai rencontré en perso comme ça, et c'est devenu un ami. Bon, malgré tout ce qui se passe autour de lui, etc., c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie en perso, et que je trouve formidable. Mais en fait, c'est comme ça, en fait, qu'est venue l'idée de séparer, en fait, l'agence de l'application. Parce qu'en fait, Oussama me disait, mais attends, tu vends une application 400-500 euros par mois, elle te coûte pas si cher à faire tourner. Pourquoi tu lances pas ce business-là qui est ultra scalable au lieu de t'embêter à faire une agence? Et de ce point-là, en fait, on s'est dit, en vrai, ouais, ça fait longtemps que je discute, ça fait longtemps que j'ai des entrepreneurs qui me disent que je devrais séparer les deux, et que je devrais développer Emblème, la plateforme de mise en relation, comme un véritable SaaS, un véritable outil, et le développer à fond. Ouais. Et donc, du coup, on a décidé, en fait, de racheter le code source au freelance qui me l'avait développé, d'intégrer un CTO en interne, et de pouvoir, en fait, commencer à construire une équipe. Donc en fait, on a séparé Emblème. Donc l'agence et l'app se sont séparés. Emblème, le nom Emblème est resté sur l'application, et l'agence est devenue Barracuda. Pourquoi Barracuda ? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'adore la pêche, et c'est un poisson qui est très malin, qui chasse, qui va vite, qui est agressif. Très fort. Et la façon dont nous, en fait, on traite le social media et comme outil et levier, il y avait beaucoup de similarités, et on a bien aimé ce côté-là, et il y avait un petit clin d'œil avec le côté pêche. Donc en fait, l'agence est devenue Barracuda. On a arrêté, en fait, de faire du masse, du volume, en faisant des petits contrats. On a réduit la voilure, et on est passé sur des clients qui sont beaucoup plus importants, sur des institutionnels. Notre premier client instit, c'était Klarna. Et du coup, en fait, on est vraiment passé sur des clients qui ont des beaucoup plus gros budgets, qui ont des budgets minimum de 100 000 euros à l'année, justement pour se concentrer, en fait, et aller vraiment en profondeur dans les dossiers, et apporter une vraie grosse valeur ajoutée, et travailler plutôt sur le moyen long terme, plutôt que du one shot avec des petits contrats. Et donc du coup, ça nous a permis d'embaucher des talents encore meilleurs, et de pouvoir commencer à faire des gros appels d'offres. Là, on a d'ailleurs gagné la MAF face à Publicis, etc. Donc, on a gagné des très beaux appels d'offres avec une petite agence qui, quand même, reste à taille humaine. On est une trentaine dans l'agence, mais c'est une agence qui performe énormément dans le social media. Et on est resté focus social media. On n'a pas voulu faire 360 comme bon nombre d'agences, parce que je pense qu'aujourd'hui, pour être bon dans un domaine, il faut être quand même spécialisé et focus sur ce domaine-là. Surtout dans les réseaux sociaux, ça bouge beaucoup. Les algorithmes changent tous les jours, etc. Donc, on a voulu vraiment se démarquer et se spécialiser en... Et t'as une valeur ajoutée métier, et t'as une crédibilité aussi. Exactement. Voilà. Et en fait, du coup, on a séparé les deux, on a monté une équipe, on a fait un pré-seed de 400 000 euros sur Emblème pour pouvoir lancer la machine. Et Barracuda a continué de vivre, et continue toujours de vivre très bien, avec en étant
rentable et avec une équipe vraiment d'experts. On n'accepte pas tous les clients, on choisit un peu nos clients selon le potentiel du client et la volonté vraiment d'investir sur les réseaux. Et derrière, du coup, Emblem, on a fait un pré-seed en septembre-octobre 2021. On a du coup, on est passé de 0 à 140 000 euros enfin, pas 0, on avait 15 000 euros de MRR des clients qui restaient de l'agence. Quand on est passé de 15 à 140, maintenant on est à 150 de MRR en un peu plus d'un an, avec un pré-seed de 400 000 euros. Et en gros, là, on vient de boucler un site de 2 millions pour pouvoir, en gros, développer l'application partout en Europe. Donc là, on a lancé la Belgique, Bruxelles, et on est en train de lancer Londres. Et avec le même positionnement, food influenceur. Ouais, food influenceur. On a un petit peu ouvert la clientèle, donc on a pas mal d'activités. On a par exemple des cinémas Gaumont, on a de la chute d'or, la chute libre indoor avec iFly. On a des ateliers de céramique. Enfin, toutes les personnes. Ouais, là tu t'éloignes un peu. Et donc du coup le focus c'est le maître, enfin c'est l'agence de contact influenceurs, et donc les marques viennent rencontrer les influenceurs. Ouais, c'est ça, c'est les commerçants en fait. C'est une application. Il y a deux applications. Et proposer leur. Ouais. Il y a une application du côté des influenceurs qui leur permet de voir quels sont les lieux, les expériences à faire autour d'eux. 90% sont de la food, mais après il y a de la beauté, il y a du loisir, il y a pas que de la bouffe. Et en fait, ils vont pouvoir directement réserver sur cette application-là. Okay. Et en fait, les commerçants ont une application aussi de leur côté. Ils peuvent accepter, refuser les demandes. Nous, il y a un avis d'expert. On leur explique pourquoi cet influenceur-là est bien pour eux, etc. Et derrière, ça permet en fait d'avoir une dizaine, trentaine de collaborations par mois, gérées en quelques minutes, puisque c'est les influenceurs qui vont demander à réserver. C'est pas les commerçants qui vont aller vers eux. Donc, il y a un gros gain de temps. Ça permet vraiment d'avoir des dizaines de collaborations par mois en gérées en 3-4 minutes. Tout passe par WhatsApp parce qu'on est partenaire de WhatsApp, donc toutes les notifs passent par WhatsApp. Tu reçois un message en disant vous avez une nouvelle demande de réservation. Quand c'est accepté, l'influenceur va recevoir une notif aussi sur WhatsApp en disant que sa demande a été acceptée. Enfin voilà, on a essayé vraiment de créer un écosystème facile et rapide d'utilisation. Aujourd'hui, du coup, on a un peu plus de 350. Et donc voilà, donc perspective européenne pour ce. Ouais, exactement. Plusieurs villes dans lesquelles tu te déploies. Ouais. Et t'as quoi comme vision à terme de cette app? En gros, avec Emblem, on veut vraiment devenir l'outil numéro 1 marketing pour les commerçants. Donc en gros, on veut élargir, on veut pas faire que de l'influence. Là, on a ouvert l'application aux créateurs de contenu. Donc, ça veut dire qu'en gros, avec l'influence, on a créé le CPM, donc le coût pour toucher 1000 personnes, le moins cher du marché. On a 1 euro en moyenne. VS à peu près 3, 4, 5 euros pour les plateformes TikTok et Meta. Et après, le CPM, donc le coût pour toucher 1000 personnes peut monter à 10, 15, 20, 30 euros sur Google, par exemple. Donc nous, on a créé le coût pour 1000, le coût par 1000, le moins cher du marché. En plus, c'est 11 fois plus, ça convertit 11 fois plus que le LAS classique. Parce que forcément, quand c'est quelqu'un qui dit allez dans ce restaurant-là, ça convertit plus que quand c'est le restaurant qui dit venez chez moi. Et donc aujourd'hui, on a ouvert en fait l'application aux créateurs de contenu. Donc, en fait, aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'avoir des followers, il n'y a plus besoin d'avoir d'influence, il y a simplement besoin de savoir faire du contenu. Parce qu'en fait, le plus gros pain point des commerçants dans le monde, c'est de créer du contenu. Surtout avec l'avènement de TikTok et de la vidéo, les commerçants sont en galère grave de créer de la vidéo. Et en fait, aujourd'hui, c'est la vidéo qui permet vraiment d'avoir du reach organique et de toucher un maximum de personnes. Et donc du coup, on a ouvert en fait pour créer. Et donc ça se traduit comment le contenu pour un resto, par exemple, quand tu dis les créateurs de contenu, ils produisent quoi? En fait, ça va être du contenu typiquement un peu UGC, ça veut dire qu'ils vont vivre l'expérience. Ils vont créer du contenu qui est viral, donc avec les codes des algos pour que les vidéos fonctionnent, parce qu'il y a vraiment une manière de tourner les vidéos et de les monter. Et donc du coup, aujourd'hui, on s'adresse à des étudiants. En plus, 55% des étudiants aujourd'hui mangent pas à leur faim, donc on a aussi créé un système assez vertueux par rapport aux valeurs. Ça leur permet tout simplement de pouvoir lier les deux bouts avec leurs talents, parce qu'en fait c'est aujourd'hui le vrai talent de créativité et de création social media, il est chez la Z-Gen, il est chez les jeunes générations qui ont grandi avec un portable à la main, qui comprennent tout des codes des réseaux sociaux. On a d'un côté en fait ces restaurateurs, ces commerçants avec l'inflation qui ont besoin de plus en payant moins et qui n'ont aucun skills pour pouvoir créer du contenu, et pourtant ils ont besoin de plus de visibilité, surtout en ce moment. Et de l'autre côté, on a les étudiants qui eux ont les skills, eux ont le savoir pour créer ce contenu-là qui est essentiel aujourd'hui quand on est commerçant, parce que la présence digitale est vraiment essentielle. Et donc du coup, on a créé ce cercle vertueux pour en fait régler les deux plus gros problèmes
des commerçants dans le monde. Et ça, c'est Hootsuite qui a fait cette étude-là. C'est, en gros, le premier, c'est créer du contenu régulièrement. Le deuxième, c'est avoir de la visibilité. Donc, en gros, on a adressé les deux pain points grâce à l'application. Donc, l'idée maintenant, c'est d'aller gagner des nouveaux marchés et de pouvoir, au fur et à mesure, rajouter des briques à cette partie-là. Donc, on va rajouter la brique du community management. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, on a déjà lancé, automatiser en fait les publications des contenus créés par les créateurs de contenu et pouvoir choisir les meilleurs, les publier au meilleur moment avec les meilleurs hashtags et pouvoir automatiser également toute la partie ads. Et donc ça permet vraiment de créer un outil intelligent de community management qui automatise en fait toute la création de contenu et les publications. Donc ça permettra d'adresser une grande partie du marché. Et l'idée après, c'est de pouvoir rajouter des briques marketing sur ce produit-là pour vraiment en fait créer un all-in-one marketing pour les commerçants, un peu à la HubSpot. Ok, bah écoute, c'est passionnant. Par-dessus, on rajoute une nouvelle marque. Ouais. Alors du coup, Gruppo Mimo. Tout à fait. À force d'envoyer du monde dans les restaurants et au final, j'étais pas forcément tout le temps écouté sur la manière de faire les choses, sur les budgets même les budgets sponsors à investir, etc., etc. Et en fait, comme ça faisait déjà 6-7 ans que je lançais des restaurants pour mes clients et que je remplissais des salles et que parfois t'arrivais à les booster à mort. J'avais pas forcément full liberté de faire exactement ce que je pensais être le meilleur. J'ai décidé de monter en fait avec un ancien client à moi qui est un de mes premiers clients qui bossait à l'époque chez Gemini, qui s'appelle Benoît Bossu, et en fait il m'a rappelé pendant le confinement en me disant mec viens on monte un restaurant italien. Lui sa femme italienne, il a travaillé chez Livio, chez Gemini, il a toujours été à fond dans la resto italienne. Et du coup moi je lui ai dit écoute je sais pas du tout gérer un resto, par contre je sais les remplir. Et du coup, en fait, c'est comme ça que la Gruppo Mimo est née. Pourquoi Gruppo Mimo Tout simplement parce que il a pensé à Mimo, il aimait bien ce mot-là, c'était mignon. J'ai rajouté Gruppo devant parce que tout simplement, je savais qu'on allait en ouvrir plus. Et après, j'ai lié les deux en fait pour pas avoir de problème pour trouver le nom de domaine, que ce soit sur Insta ou sur Internet. Et c'est toujours le problème quand on crée des boîtes de trouver des noms qui sont pas pris, etc. Donc en fait, on a tout simplement créé Gruppo Mimo pendant le confinement. Ouais, t'es un des rares grands malades que je connaisse à ouvrir un resto, à se battre, parce que c'était quand même pas un truc facile non plus, mais d'ouvrir un resto en plein confinement. Ouais, non, clairement. C'était un gros challenge. Surtout qu'en fait, on avait bossé pendant 6 mois sur un resto à Neuilly qu'on devait prendre. Et en fait, le matin où on devait signer, c'était le lendemain de l'annonce de Macron, comme quoi le confinement était prolongé. Donc du coup, le matin, on est en route pour aller signer chez l'avocat. Le local, ça faisait 6 mois qu'on bossait dessus avec les archis, etc. Et en fait, on est arrivé là-bas et la banque nous appelait en disant qu'ils gelaient tous les financements pour la restauration. Donc en vrai, voilà. Donc grosse galère. En plus, tu lâches ce projet-là, tu dois te reconfigurer. On se retrouve sans. Je crois que vous trouvez un autre site à Boulogne. On se retrouve en fait sans restaurant, sans argent, et la seule investisseur qui était avec nous nous lâche aussi. Donc on repart à zéro et du coup Ben continue à chercher un local et lui il habite à Boulogne et il trouve une location gérance en fait à 200 mètres de chez lui. C'était un petit restaurant italien, c'était pas en très bon état, etc. C'était même pas du tout en bon état. Mais voilà, on chope les clés. En gros, pour 20 000 balles chacun, on arrive en gros à démarrer notre activité et à faire la location gérance. La location gérance, en gros, c'est un contrat qui permet en fait de pas acheter tout de suite le fonds de commerce, mais de louer. Donc tu payes le loyer et tu payes une partie, donc une redevance. Donc nous, c'était 2000 et quelques le loyer, plus 2000 euros de redevance. Et en fait, on commençait à payer le fonds. À la fin, au bout de 2 ans, si tu achètes le local, tu déduis toutes les redevances que tu as données tous les mois sur le prix final du restaurant. Et donc du coup, en fait, c'est comme ça qu'on a commencé. On a commencé avec ce tout petit boui-boui. On a juste eu l'argent pour changer le store. Et du coup, on a bien changé toute la carte, les produits, etc. Et du coup, on a commencé comme ça. Et en fait, on a commencé en livraison et en click and collect. Et ça a tout de suite cartonné parce qu'en fait, on faisait le CA ce que faisait le CA. En gros, lui, le CA annuel du mec avant, c'était 220 000 euros. Nous, c'est ce qu'on faisait par mois. Et donc, du coup, au bout de 3 mois, on s'est dit, il faut qu'on en ouvre un autre. Et en fait, ça a été un bon momentum parce qu'en fait, personne n'ouvrait un restaurant, personne n'ouvrait rien, donc c'était très silencieux. Et en fait, c'était à la fois silencieux
dans ce qui se passait dans la société, dans la food, etc. Et au même moment, en fait, les gens étaient chez eux et étaient tout oui, parce qu'en fait, ils avaient rien à foutre de leur journée et à part bouffer. Et de l'autre côté, il se passait rien, il y avait aucune ouverture. Donc, et les gens étaient sur leur téléphone à fond. Donc en fait, on a profité en fait de ce moment-là pour pouvoir lancer la page Insta. Donc moi, j'ai lancé la page Insta, je crois que c'était en décembre, c'était 2-3 mois avant. Et du coup, on a très vite créé une communauté et on avait déjà 10-15 000 personnes qui nous suivaient en fait à l'ouverture du restaurant. Et en fait, le premier jour de l'ouverture, d'ailleurs, petite anecdote, j'avais fait la bêtise de repeindre 2 heures ou 3 heures avant la devanture en blanc et j'avais oublié de mettre une étiquette comme quoi la peinture était fraîche. Donc, on s'est retrouvé avec 200-300 personnes devant le restaurant. Forcément, il y a des mecs qui sont accoudés à la devanture. Et on a repeint à peu près la moitié de la population de Boulogne en blanc. Donc, c'était assez cool. Mais petite anecdote marrante. Heureusement, ils sont adorables et ils nous en ont pas voulu. Mais en vrai, ouais, au début, c'était le bazar. On faisait de la livraison en direct avec Stuart. Malheureusement, Stuart déconnait. Donc, en fait, on se retrouvait à faire les livraisons nous. Donc voilà, c'était assez drôle la manière dont ça a commencé. C'était assez sport, mais voilà, on était à fond dedans. Mais hyper excitant parce que tu vois que là, tu fais un truc, et la restauration, c'est du physique. Tu vois les mecs débarquer, tu vois la queue dans la rue, non, carrément. Moi qui avais fait du B2B en fait depuis des années, j'avais cette envie de faire du B2C et de pouvoir en gros à un moment donné avoir qu'il se passe quelque chose avec de créer un univers, de créer une marque, de créer des lieux où les gens se rencontrent, s'engueulent, tombent amoureux. Enfin, tu vois, j'avais une vraie envie de créer quelque chose qui touchait tout le monde et quelque chose aussi qui avait un reward parce que bon, moi j'ai ce défaut-là un peu comme un gamin qui fait un beau dessin et j'ai envie qu'on me dise que mon dessin il est beau. Et c'est vrai que dans ce côté reward dans le B2B, tu l'as pas vraiment. Surtout quand tu travailles avec les restaurateurs. Les restaurateurs, tu leur remplis un restaurant, ils vont pas t'appeler pour te dire merci parce qu'ils vont avoir peur de payer plus. Donc en fait moi voilà, même en bossant bien, t'as pas ce côté en mode c'est trop cool, j'adore ta boîte, c'est trop cool, etc. Non, dans le B2B tu l'as pas cet effet là parce qu'en plus les mecs ont pas le temps de te le dire. Alors oui, tu les appelles, ils vont te dire cool, ils vont te laisser un bon rating, etc. Mais naturellement ils le font pas. Alors que dans la resto, naturellement les gens vont te dire j'adore Gruppo Mimo, j'adore vos pastas, j'adore vos pizzas et tout. Et je rencontre énormément de gens aujourd'hui qui connaissent même quand je suis à l'étranger et qui me disent mais Gruppo Mimo c'est trop cool, etc. Et quand je regarde, je leur dis tiens, regardez sur Instagram, les gens suivent déjà, etc. Donc c'est drôle d'avoir créé cette marque là et de T'as un c'est ça, direct. Ouais. Et juste le passage de ce qu'il faisait en un an, je le fais en un mois. Tu penses que c'est que les réseaux ou il y a aussi la qualité de la bouffe? Comment tu l'expliques je sais pas, ce succès de ouf? C'est produit plus marketing en fait. Aujourd'hui, Et le marketing, le marketing permet, c'est 90% social media. Le social media, les réseaux sociaux aujourd'hui sont le levier le plus important de business, mais que ça soit dans n'importe quel domaine, c'est pas que dans la food. Demain, si je montais une marque de chaussettes, j'arriverais. Mais justement, je vais peut-être t'en parler après. Je te parlerai peut-être d'analogie par rapport à mon secteur. Aujourd'hui, les réseaux, en fait, ça m'intéresse. Ouais. Mais du coup, tu penses que t'as amené une communauté parce que il y a le côté des gens qui te suivent toi peut-être ou qui sont arrivés rapidement sur Gruppo Mimo. Est-ce que c'est les influenceurs que tu as engagés qui ont lancé qui ont lancé le truc parce que tout ne démarre pas aussi immédiatement? En fait, ça a été vraiment un tout, si tu veux, où il y a eu le produit, les gens ont tout de suite aimé, donc sont tout de suite revenus. Il y a des gens qui viennent 3-4 fois par semaine chez Gruppo Mimo. Donc le produit plaît beaucoup. Et évidemment, le marketing permet d'enrôler un max de clients. Donc les réseaux sociaux permettent d'aller chercher une grosse clientèle, un grand nombre de clients, et le produit permet de les faire revenir. Donc c'est comme ça que tu construis ton CA. Si le produit n'est pas bon, les gens vont venir une fois et vont partir. Aujourd'hui, le produit plaît. Et ce qui nous a permis très rapidement de construire un CA, il nous a permis très rapidement de pouvoir ouvrir le deuxième restaurant en mai. Donc en gros, en 3-4 mois après le premier, on a déjà ouvert le deuxième. D'ailleurs, j'ai retrouvé le premier BP que mon assos avait fait pour Gruppo Mimo. Et d'ailleurs, je voulais l'imprimer, l'encadrer dans le bureau, mais en gros, il avait dit que la première année, on allait faire 500 000 euros de CA. Du coup, on a fait 4 millions. Donc c'était assez cool comme première année d'activité. Et dans l'année noire, quasiment pour beaucoup d'entrepreneurs de la restauration. Ouais, parce qu'on avait pas mal. Je crois que ça a rouvert en juin, ça a refermé, ça a rouvert. Enfin, c'était assez up and down.
Mais en plus sur le deuxième restaurant, on a eu pas mal de problèmes d'extraction de trucs de machin, donc on était fermé, on était rouvert. Enfin là, c'est un peu la galère. Mais voilà, on s'est battu, on y a toujours cru et on a bossé pour faire vivre le projet et le faire grandir. Et en fait, du coup, on a continué à ouvrir pas mal de cuisine uniquement pour la livraison emportée et Ouais, même en cuisine, ouais. ok, juste en cuisine, Ouais, ok. parce que ça coûtait pas cher en capex, ça nous permettait d'agrandir en fait le périmètre de livraison et de faire connaître la marque davantage. Et donc du coup voilà, en gros, on a ouvert des darks, ça nous a permis d'ouvrir 4-5 unités sur la première année. Et du coup, on a levé des fonds. On a levé des fonds en fait en décembre avec un fonds qui s'appelle Odyssée, qui est top. Et ça nous a permis en fait d'ouvrir des nouvelles unités qui étaient beaucoup plus grandes. Parce que c'est vrai qu'on nous on a commencé vraiment avec des boui-boui de 15-20 couverts, avec beaucoup de livraisons et avec des gens sur place qui n'avaient pas forcément beaucoup d'espace. Donc ça nous a permis d'ouvrir Asnières et le Valois, et là on va ouvrir Paris 2 le mois prochain. Enfin non, le mois prochain. Même le fin du mois, en mars déjà. Et ça nous a permis d'ouvrir voilà des shops des restaurants qui font plutôt dans les 100-120 couverts, pour nous permettre d'aller chercher des chiffres beaucoup plus importants, parce que c'est vrai que sur les petits restaurants, parfois, tu as 1 mois, 2 mois d'attente, et c'est vrai qu'on ne voulait pas non plus faire De quoi, de réservation, Ouais. tu dis? Et du coup, Ok. on voulait pas faire attendre les gens autant. Et du coup, on s'est dit, il faut absolument que du coup, on aille chercher des restaurants qui sont beaucoup plus grands et qui peuvent accueillir beaucoup plus de monde. Et t'as quoi comme ambition pour ce groupe-là? Alors, l'ambition, nous, c'est vraiment de faire un run encore qui va durer 3 ans. Et nous, on veut revendre à une valeur de 100 millions. Donc, en gros, pour revendre à une valeur de 100 millions, il faut faire environ 10-12 millions d'EBITDA. Là où les autres font, non, Et en gros, c'est 8-10. 8-10 fois. ouais, c'est ça. En gros, c'est 8 fois 8 fois 10 l'EBITDA, la valeur de l'enseigne. Donc après, tu as la marque qui Et toi, tu rentre voulais faire un en peu plus, compte, je crois. etc. Ouais, c'est Mais ça. c'est environ 8-10 fois, ouais. Et en fait, l'idée après, c'est je pense, de cash out une partie et de pouvoir continuer à rester un pied dedans et à avoir un développement international. Nous, en 2024, on va lancer la franchise déjà, ce qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. On va continuer à ouvrir un peu en succursale sur l'Île-de-France. On va monter, je pense, à 15-20 restaurants en Île-de-France. Et derrière, l'idée, c'est d'aller chercher de la franchise avec les grandes villes de France, puis les pays voisins et l'Europe. Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la start-up qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En 2 ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans 6 pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, E2KIDEN. Bonne écoute! Comment t'expliques que t'as pas monté de boîte jusqu'à 30, jusqu'à 25 ans, 30 ans? Et quand tu t'y mets, t'en montes un paquet, elles ont l'air de toutes marcher, t'arrives en mode blitzkrieg, on parle que de toi, t'arroses le marché, que ce soit dans le côté influenceur, côté resto, côté agence. C'est un truc qui est très spontané, ou c'est un truc que t'avais préparé depuis longtemps et t'avais envie de ça au fond de toi? Non, c'est vraiment très spontané en fait. Même les podcasts, le fait qu'on commence un peu à mon niveau à entendre parler de ce que je faisais, etc. C'est que en fait, dans un moment donné, je me suis dit tiens, je voyais tous mes potes faire des podcasts et je me dis tiens, je me suis jamais prêté à ce jeu du podcast et à ce jeu de l'introspection un peu sur ce que j'ai fait, d'où je viens, etc. Et je trouvais que c'était un exercice assez intéressant. Et en fait, tout simplement. Ouais, j'ai eu envie de documenter un peu d'où je venais, ce que j'avais fait, etc. Pas forcément d'un point de vue ego trip de raconter ma vie, mais plutôt pour essayer d'inspirer des jeunes qui viennent de province. Et démystifier aussi certains Ouais, trucs sur l'entrepreneuriat. c'est ça. Et ça devient d'où cette envie de partager ça? Parce que je me suis toujours dit quand je pense qu'on réussit, on a aussi la responsabilité de devoir transmettre un minimum ce qu'on a appris aux autres, que ce soit des générations jeunes ou moins jeunes, parce qu'on peut aussi se lancer dans l'entrepreneuriat quand on a 50 ou 60 ans. Et tout simplement, démystifier un peu ce côté entrepreneurial, démystifier un peu le côté il faut absolument lever de l'argent, il faut absolument faire les DEC ou les SEC ou HEC pour pouvoir entreprendre. Il faut absolument venir de cette couche sociale-là pour entreprendre. Et je vais vous dire que voilà,
un petit gars que personne connaît, tout simple, de Normandie, a réussi à se faire à son niveau. Encore une fois, je reste modeste sur le fait que voilà, même si mes boîtes marchent bien, j'ai pas non plus créé une boîte du CAC 40, mais voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut venir de province, d'un milieu très modeste, et avec de la volonté, et avec en étant débrouillard et en travaillant beaucoup, on peut s'en sortir, et le fait de pas avoir beaucoup d'argent au début rend malin, et rend parfois plus malin que des gens qui en ont dès le début, et voilà, donner un peu voilà, c'est de la connaissance, du savoir, des tips, et toujours prêcher la bonne parole autour du fait que les réseaux sociaux sont un énorme levier business pour tout le monde, que ce soit en B2C ou B2B, et voilà, donner un peu de motivation, et aujourd'hui je reçois quand je fais des podcasts, je reçois souvent des messages super gentils de gens qui me remercient parce que ça les a inspirés pour se lancer dans leur projet, etc. Et moi, même si j'avais fait tout ça que pour permettre à quelqu'un de se lancer, même une personne, ça m'aurait déjà satisfait. Et Comment t'expliques que tu as réussi à te faire aussi facilement une place dans le game de la Startup Nation en comprenant très rapidement des éléments aussi exotiques et larges que parler de levée de fonds, parler de seed, parler de séparer, d'avoir des métriques et une logique SaaS, d'autres une logique B2B, d'autres une logique B2C, d'autres parler de restauration. C'est quand même des univers hyper variés. Et toi, tu donnes l'impression de naviguer de manière hyper à l'aise dans tous ces environnements-là et de t'être approprié les codes assez rapidement. Alors, effectivement, quand Ous est ton pote et à mon avis, il peut te faire un accélérateur assez rapidement en termes de réseau, en termes de voilà, mais c'est pas tes parents qui t'ont expliqué ça, c'est peut-être pas tes potes. Comment t'as fait pour capter aussi vite et te faire une place dans cet univers-là? Après, ouais, clairement, moi, j'adore faire du test and learn. C'est-à-dire que j'adore essayer des choses, j'adore être autodidacte, j'adore apprendre des choses, me dire que, attends, en fait, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, je vais le refaire comme ça. Typiquement, faut que je monte un meuble, je vais pas regarder le mode d'emploi, je vais essayer de le monter sans le mode d'emploi. À la fin, il va me rester 3 vis et je vais me dire, merde, j'ai fait une connerie. Mais c'est la satisfaction intellectuelle de, tiens, j'ai une idée, je vais la tester. Et puis je vais essayer de la faire fonctionner comme ça. Si ça marche pas, en fait, je vais la faire fonctionner d'une autre manière. J'ai toujours rêvé d'aimer lire parce que je pense que c'est un vrai avantage de pouvoir de savoir lire, parce qu'il y a énormément de choses intéressantes à apprendre dans les livres. Malheureusement, moi, j'ai pas cette capacité à lire, à me poser avec un livre et me bouffer 300 pages. Je suis quelqu'un de un peu hyperactif et j'aime toujours d'aller d'une situation à une autre, de passer d'une boîte à une autre, de passer d'un sujet à un autre. Et je me suis aussi construit l'écosystème que j'ai aujourd'hui par rapport à ma personnalité parce que justement je suis quelqu'un qui aime bien passer d'un sujet à un autre et j'aime pas me dire en fait que si j'avais que uniquement un projet et que je serais focus que sur ce projet-là, en fait j'aurais peur en fait. Tout ça c'est un peu du stoïcisme de se dire de pas vouloir forcément être attaché trop à qu'une chose, parce qu'en fait le jour où on perd cette chose-là, en fait les dommages mentaux sont trop importants. Donc, du coup, j'ai toujours en fait aimé construire cet écosystème-là pour me protéger, pour me dire que en fait je mets pas tous mes œufs dans le même panier, et en fait je crée cette espèce d'écosystème vertueux, parce qu'en fait tout est connecté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on démarche avec Emblème, oui, on parle du fait qu'on est les fondateurs de Gruppo Mimo, et comme les gens connaissent dans le monde de la restauration Gruppo Mimo, ça nous aide aussi à vendre parce qu'on est client de notre propre outil. Ça nous permet aussi de développer l'outil par rapport à nous, ce qu'on a besoin. Pareil sur Barracuda, comme on fait la com, Barracuda fait la com de Gruppo Mimo et que c'est un carton d'un point de vue marketing, forcément ça nous aide aussi à vendre, et puis ça nous aide aussi à avoir des prestations qui sont au-dessus de ce qui se fait le marché. Pourquoi ? Parce qu'on a un labo, on teste. Et on test and learn, on fait de l'A/B testing de stratégie sur notre enseigne, parce qu'il nous permet tout simplement de prendre le meilleur des résultats et d'utiliser ces stratégies-là pour nos clients. Ce qui est cool d'ailleurs, parce qu'on a des clients dans la resto sur lesquels on partage nos stratégies, alors qu'au final, quelqu'un qui a faim peut avoir envie d'un burger ou d'une pizza. Mais voilà, on n'est pas dans l'optique du tout de compétitivité et de dire de vouloir marcher sur l'autre, pas du tout. Je pense qu'il y a assez de bouches à nourrir en France pour les gens qui veulent travailler correctement. Et du coup, en fait, j'ai créé cet écosystème parce que par rapport à ma personnalité, de vouloir passer d'un sujet à un autre. Et en fait, c'est un écosystème vertueux parce que tout est lié.
au final, ça reste très lié, fluide. et tout te crédibilise, tout te Ouais. renforce. Il pourrait y avoir un 4e axe en dehors des 3 marques. Ouais, bah là, je me calme un peu émerger. quand même, parce que comme je suis papa, j'essaie Mhm. quand même d'avoir quelques minutes dans ma journée pour mon fils. Mais oui, non, bah après, oui, forcément, il peut y avoir d'autres axes. Bah, d'ailleurs, alors c'est toujours sur Emblème, mais on lance une branche d'Emblème qui s'appelle Creator Factory, avec mon pote Victor Apchi, qui est le fondateur du Guide Ultime, qui est un mec brillant, qui est un mec avec des valeurs que j'adore. Et en fait, on lance Creator Factory, qui est en fait un programme et une plateforme e-learning pour permettre à n'importe qui de se lancer dans la création de contenu. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que on refusait à peu près 85-90% des créateurs de contenu qui voulaient s'inscrire sur Emblème pour profiter des expériences offertes en échange de contenu. Et en fait, on s'est dit tout simplement, en fait, au lieu de les refuser et de leur dire, désolé, tu peux pas, on va leur permettre, en fait, pour 50 balles par mois, de pouvoir aller apprendre avec l'un des meilleurs créateurs de contenu en France, qui est Victor. Il cumule plus de 3 millions de followers. C'est lui qui a créé For You Awards, qui est le premier award dédié à la création de contenu, aux créateurs de contenu, aux influenceurs, qui est d'ailleurs dans la même salle que les Césars, qui est au Théâtre du Châtelet. Et donc, du coup, en fait, on s'est dit, voilà, on va aider les personnes qui souhaitent être sur Emblème à apprendre à faire du contenu viral. Donc, à apprendre à faire des reels, à apprendre à les monter, à faire du contenu de qualité qui permettront de faire briller les enseignes de nos clients. Donc, en gros, voilà, ça, c'est une branche qu'on va lancer avec Victor, qu'on est en train de lancer. Mais ça reste quand même, ça reste toujours d'Emblème. Ouais, lié, très très lié. Un truc, parce que t'es issu d'un univers, tu disais, assez structuré, peut-être pas strict, mais en tout cas assez cadré. Tu t'es rendu compte que toi, le monde où tu sais ce que tu fais dans 50 ans, dans 40 ans avec des boss, et que tu dois répondre à un boss quand t'auras 40 ou 50 ans, c'est pas pour toi. Tu donnes l'impression de partir dans tous les sens avec des sujets où t'adores switcher d'un univers à un autre, mais en même temps, tu donnes aussi, t'as l'air de maîtriser les choses je me demande comment on fait pour être aussi créatif. Les gens ne voient pas, mais t'as un tatouage et une bague à chaque main. Donc t'es un mec qui, je pense que ça, c'est une illustration aussi de la créativité. T'as des projets quasiment aussi par le nombre de tes doigts. Mais comment on fait pour avoir tout ça sans se disperser et pour rester réussir à être focus et avoir un plan et capable de suivre ces business là? Tout simplement, je travaille avec des gens géniaux. Alors, je pense qu'il y a aussi une partie il y a de la chance. Je sais pas s'il y a vraiment de la chance dans le business. Ce serait d'ailleurs un bon TED Talk à faire. Une bonne réflexion. Est-ce que la chance joue vraiment un rôle dans la réussite entrepreneuriale? Je pense qu'il y a une partie de chance ou de hasard, mais je pense que dans tous les cas, elle doit se créer. Et c'est en bossant qu'on se crée des opportunités. Mais ouais, j'ai la chance de travailler avec des gens qui sont vraiment géniaux, ce qui me permet en fait de pouvoir déléguer sereinement en ayant confiance. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui d'avoir plusieurs projets sans m'éparpiller, parce que je travaille avec des gens en qui j'ai confiance, que j'aime profondément, qui sont comme ma famille. C'est des gens avec qui je travaille depuis pas mal d'années. Et c'est des gens avec qui tu partages des éléments capitalistiques de ces projets-là en disant ok, c'est toi qui t'en occupes et on est tous les deux actionnaires et du coup je te le délègue et je sais que si tu le fais, totalement. Tu le feras, tu le fais pour toi, donc indirectement tu le fais aussi. Enfin voilà, ok. Totalement, ouais. Et c'est pour ça que j'ai filé 20% de la boîte de l'agence aux employés. Sur Emblème, pareil, j'ai négocié 15% de BSPCE, alors que normalement on est plutôt sur 10% max startup, mais moi j'ai voulu vraiment donner plus que le marché, parce que je pense que le turnover... C'est une des clés de la réussite de leur confier ça. Ouais, et puis je pense que le turnover coûte plus cher au final et ralentit plus le développement que des BSPCE, donc voilà, moi c'est ma stratégie de dire que voilà, le gâteau on cuisine ensemble, on doit le manger ensemble. Donc l'idée vraiment du fait que j'ai 3 projets comme ça qui fonctionnent, c'est que j'ai des gens top avec qui je travaille. Je suis pas un bon manager, c'est-à-dire que je suis pas un manager qui va faire des réunions, qui va faire des one-to-one, etc. Je déteste ça. Je déteste ce côté très scolaire. Donc je manage très peu d'un point de vue vraiment suivi, opérationnel, point opérationnel. En fait, j'essaie de prendre les meilleurs et je les laisse faire. Alors parfois ça marche pas, hein. J'ai pas trouvé la recette miracle. Mais par contre, quand tu trouves des gens bons et que tu les laisses faire et qu'ils bossent, là t'as des miracles. Et c'est ce que j'ai fait avec mes boîtes. Et du coup, voilà, je reste quand même, je contrôle, je regarde les chiffres, j'essaie en fait, s'il y a des chiffres par exemple qui sont pas bons, j'essaie de comprendre pourquoi c'est pas bon et je vais essayer de dire comment je peux vous aider.
je peux mettre en place des choses, des outils pour vous aider à arriver à l'objectif. Pas juste en disant ah c'est pas bien. En fait, dire que c'est pas beau, ça a jamais rendu beau. Donc en fait là, on veut se dire ok c'est pas beau, pourquoi c'est pas beau, comment on va rendre le truc beau. Et en fait, je suis plus dans l'accompagnement et dans la pédagogie et de se dire bah tiens on va mettre ça en place, que dire bah ça c'est pas bien en fait. Tu veux pas être dans le management patriarcal. Ouais, du fait en mode vraiment c'est pas bien, je te tape sur les doigts en fait. Ça c'est quelque chose pour moi qui ne fonctionne pas, qui a jamais fonctionné pour moi et du coup comme ça ne fonctionne pas pour moi, j'ai pas envie de le répliquer à d'autres personnes. Parce que j'ai aussi envie de construire le management que moi j'apprécie et que je respecte et qui respecte aussi les gens avec qui je bosse. Et du coup, bah j'ai des jeunes de mon âge qui sont là avec moi depuis 4-5 ans. Et 4-5 ans sur un CV de personne qui est sorti d'école, c'est une expérience qui est longue. Moi, je vois aujourd'hui les CV, les mecs, ils restent 6 mois, 8 mois, 1 an max, 1 an et demi à la rigueur. Mais moi, les gens qui bossent avec moi, c'est des gens qui sont là depuis 3, 4, 5 ans. Et du coup, je crois vraiment à ce management d'accompagnement et de compréhension et pas être juste dans le côté réaction et jugement et je pense que voilà, après il y a des gens avec qui j'ai bossé et avec qui j'étais plus d'accord sur la manière de faire. Donc que j'ai pas qu'on n'a pas sur lequel on n'a pas continué à travailler ensemble sur les projets. Mais voilà, aujourd'hui je pense qu'en donnant une vision commune, en accompagnant les gens, en leur laissant la liberté de travailler, je pense que, en tout cas, moi, j'en ai vu les bénéfices. Et c'est comme ça que je vois dans l'entrepreneuriat. Et t'as accepté l'idée de pas être le boss de tout et de pas être l'expert de tout et de confier des responsabilités et du coup de te mettre en retrait de certaines hiérarchies ou je sais pas quoi pour que toi tu sois détaché et que tu gardes ta liberté d'action et d'aller voir un peu à tous les niveaux dans la boîte comment ça se passe, mais t'es pas responsable de certains départements, quoi. Ouais, non, complètement. Tu donnes ton avis, mais... Le RH, l'opérationnel, par exemple, sur Groupe Mimo, c'est des choses où moi j'ai aucune connaissance, donc je vais essayer de donner mon avis d'un point de vue entrepreneur en disant bah tiens peut-être faut faire ça, mais après je laisse faire des pros. Donc j'ai pris des gens plus du bon sens qu'autre chose, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai pris des gens seniors dans leur secteur et après je les écoute. Moi j'ai grandi sur un golf sur un practice et j'ai entendu parfois les clients dire à mon père ah non, c'est pas comme ça qu'on joue au golf ou c'est pas comme ça qu'on fait un swing. Bon bah ces mecs-là, ils ont jamais été bons au golf parce qu'en fait à partir du moment où t'écoutes pas des personnes qui sont experts dans leur domaine, c'est un peu comme les clients qui prennent des agences et qui brident tellement les agences avec leur vision et leur manière de faire qu'en fait, derrière, il se passe rien en fait. Et le point commun à des dossiers en agence qui ne marchent pas, c'est que c'est des marques qui ne laissent pas faire les experts. Et c'est dommage parce que quand tu payes quelqu'un pour faire quelque chose, autant le laisser faire comme il le pense être bon. S'il est pas bon, qu'il n'y a pas de résultat, tu changes. Mais au moins donner le plein pouvoir et la pleine liberté aux personnes avec qui tu bosses de s'exprimer. Et il y a toujours une courbe d'apprentissage, donc tu vas toujours avoir un petit creux au début parce que les gens vont se planter, vont réajuster, vont rectifier. Et je pense que cette courbe-là d'apprentissage, elle est nécessaire, mais il faut pas paniquer quand on est au creux de la vague. Il faut laisser les gens prendre leur marque et évoluer dans leur position et dans leur poste au sein de la boîte en leur donnant les meilleurs outils pour y arriver. Sans être dans le jugement, quoi. Il y a un truc qui me marque chez toi, c'est la confiance en toi que t'as. T'as pas l'air de douter beaucoup, t'as aucune arrogance quand on t'entend. Elle te vient d'où cette confiance ? Je sais pas vraiment, mais je me suis jamais trop, je me suis jamais trop laissé le choix de pas réussir et j'ai jamais trop laissé la place au doute, quoi. Je me suis toujours dit en fait. Quand je me suis retrouvé en bas des bureaux de mon ancienne boîte en finance, je me suis dit voilà, maintenant il y a une voie, un chemin, c'est celle de la réussite, quoi. Il y a pas de C'est un statement, quoi. Ouais, c'est ça, c'est en mode maintenant tu vas faire ça et tu vas y arriver. C'est un peu Mais tu vois, je pense, pardon, je te coupe, mais je pense à une discussion qu'on avait eue où tu me parlais d'un logo et tu me disais non mais un logo de toute façon il faut arrêter de se pignoler des heures. Un logo c'est pas ça qui va faire une boîte. Le logo il est comme ça, il est très bien en avance et c'est la nature de la boîte ou la culture ou je sais pas quoi qui va faire le succès et c'est pas ça. Donc on passe à autre chose. Ouais. Et j'ai pensé à toi pas mal parce que moi j'ai relancé le rebranding de ma boîte Equiden. Okay. Mais en fait moi je suis complètement l'inverse. Moi, je suis capable de me prendre la tête sur des détails, sur une couleur, sur une typo, sur un machin, en me disant, mais attends, machin, est-ce que c'est le bon choix? Et je me dis comment certains arrivent à balayer d'un revers de la main ce genre de décision-là. Après, il y a peut-être des éléments perso, mais voilà, en disant, OK, mais on avance, on est dans la bonne direction, on y va. Je suis assez fasciné par ce genre de tempérament.
Bah après c'est la personnalité où bah je suis trop, enfin je suis pas trop, je suis très détaché. Je suis très détaché. Bah le business reste, pour moi ça reste un jeu, c'est-à-dire que je suis très détaché du côté matériel ou des conséquences matérielles que ça peut avoir, etc. En fait, donc je suis très détaché en fait. Je relativise beaucoup et je prends beaucoup je relativise beaucoup sur plein de choses. Et en fait, Notamment, si je dis pas de conneries, sur le regard des autres. ouais, c'est ça. Et en fait, bah si ça marche pas et que ça plante, bon bah, enfin en fait, moi j'ai été pas mal quand j'étais petit au collège, etc. J'étais un peu bullied quoi. Les gens se foutaient de ma gueule sur mes oreilles. Enfin tu vois, j'ai eu une enfance où les gens se foutaient un peu de ma gueule, etc. à l'école. Et en fait, du coup, j'ai appris à en fait que ces réflexions-là, etc. glissent sur moi. Et en fait, je me suis construit pas une carapace en fait, parce que je suis pas à l'intérieur enfermé sur moi-même, mais en fait, j'ai appris en fait à accepter le regard des autres, ce qu'ils pensent de moi, et même si le jugement des autres n'est pas bon, bah il est tel qu'il est, et les gens pensent ce qu'ils veulent, et ils ont le droit. Et c'est pour ça que la dernière fois, j'ai un pote qui me disait, tiens, mais c'est marrant, Edouard, soit on le déteste, soit on l'adore. Et il me disait, mais c'est bien parce qu'au final, le fait qu'il y a des gens qui t'aiment pas te donne du goût. C'est-à-dire que c'est pas les gens, ils s'en foutent de toi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des sentiments, ou il y a des gens qui t'aiment pas, bah parce que la façon dont tu vas t'exprimer, le côté, que la façon dont tu parles, où t'es franc, etc. Et puis il y a des gens qui vont adorer ce côté franc, ce côté très naturel, et je parle de tout sans limite. Et du coup, ouais, je pense que c'est aussi la façon dont j'ai grandi et la façon que j'ai juste accepté ce que pensent les autres, et que du coup maintenant en fait, quand je prends des décisions, en fait, si ça a des mauvaises conséquences et qu'il y a des gens qui jugent, bah c'est pas grave en fait. J'aurais fait ces choix-là. Moi, je prends la responsabilité de mes choix, et j'avance comme ça. Donc j'ai juste appris tout simplement à avoir du recul en fait et à relativiser ce que pensent les autres, et ça m'a permis aussi dans des décisions business de me dire en fait le logo c'est important, mais voilà, ça reste qu'un logo quoi. Je pense que c'est vraiment une question, comme tu le disais, c'est une question de personnalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être vraiment très méticuleux, et je loupe sûrement des très belles choses en étant pas méticuleux, hein, qu'on se le dise. Mais ça me donne aussi la possibilité ça me donne d'autres possibilités. Puis ça, un peu comme les personnes très méticuleuses qui loupent certaines possibilités, mais qui du coup eux vont jusqu'au bout des choses et vont parfois dans le détail. Et donc du coup, je pense que c'est vraiment une question de personnalité dans le fait de développer ces boîtes, et c'est vrai que ouais, il y a plein de façons d'entreprendre, et je pense que faut juste être aligné en fait avec ce qu'on est, avec qui on est dans l'entrepreneuriat. Comme je dis toujours, il y a des gens qui sont faits pour jouer le dimanche au foot, et puis il y a des gens qui sont faits pour jouer au PSG. Ouais, c'est pareil en fait, il y a des gens qui sont faits pour diriger des boîtes de 2-3 personnes, et puis t'en as qui sont faits pour diriger des boîtes de 1500 personnes. Et je pense que c'est beaucoup lié aussi à la personnalité des gens, et la dimension que tu as envie de mettre et les curseurs que tu as envie de mettre. C'est ça. Ouais. Toi, au départ, tu avais un peu l'approche de te dire j'ai pas besoin de faire une multinationale. Si je suis capable de faire une boîte de 10 qui crache énormément, j'ai pas besoin d'aller chercher des trucs méga ambitieux qui vont peut-être être casse-gueule et relous à gérer. Je sais pas. Ouais. J'ai l'impression que c'est en train de gentiment switcher. Parce que peut-être que tu arrives à faire un truc qui crache, mais ça commence à grandir sérieusement là. Bah en fait sur Barracuda, c'est une boîte, tu vois, qui va faire 1 million d'EBITDA. C'est une boîte à l'agence qui est très bien, qui fonctionne très bien. Et si tu veux, j'ai pas forcément besoin. J'ai voulu au début devenir une grande agence à la Publicis, etc. Mais je me suis dit en fait c'est un projet qui va être très painful. Alors que là, elle est rentable, la boîte. On s'amuse bien, on choisit nos clients. Autant rester sur cette taille-là et s'amuser en fait. Et sur Grupo Mimo et sur Emblème, il y a plus de développement, c'est plus gros, mais tant qu'on reste dans la rentabilité, tant qu'on reste dans la maîtrise, etc., ça me plaît, tu vois. Ça me plairait pas au moment donné où tu lèves 50 ou 100 millions et puis ça part dans tous les sens, tu contrôles plus rien, il y a plus de plaisir. Il y a un stress qui prend le relais. Ouais, c'est ça. Et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est quand même si c'est du travail, c'est le fait d'aimer ce qu'on fait. Et comme dit Ous, je pense que le meilleur chemin au succès, c'est le travail. Et le meilleur chemin pour travailler, c'est la passion. Parce que le travail sans passion, c'est très court-termiste. Et j'ai jamais rencontré un mec qui était très successful dans ses entreprises et dans l'entrepreneuriat, qui aimait pas ce qu'il faisait. Qui se disait, ça me fait chier, j'ai pas envie d'aller au bureau tous les jours.
Non, tous les gens, mes potes qui ont fait Zenlive, qui ont fait des super réussites, c'est des gens qui sont passionnés, qui sont le samedi à leur bureau, qui sont vraiment à fond dans leur projet. Et je pense que la réussite est vraiment le sous-jacent de la réussite, c'est vraiment la passion. Et je pense que c'est important de cultiver et d'aller dans des domaines qui nous plaisent, parce que ça nous permet aussi d'être résilients. Si on n'aime pas ce qu'on fait, le jour où ça déraille d'un point de vue argent, économie, social, etc. En fait, si on n'a pas de passion, on n'a pas de résilience, parce que si on n'aime pas ce qu'on fait, 2, ça marche pas, il y a pas d'argent qui rentre et on gagne rien. 3, on a que des problèmes de management, etc. En fait, ça fait peu de points positifs à se lever tous les matins. Par contre, si tu as une boîte qui marche, dont tu es passionné, à un moment donné qui décroche parce que tu as le Covid, parce que tu as un attentat, parce que tu as les grèves, etc., mais que le truc, tu le kiffes tellement, t'aimes tellement ce que tu fais pour tes clients et tu te sens vraiment utile dans leur vie, en fait, c'est là où la résilience, elle est présente, c'est que tu vas vouloir absolument continuer parce que tu aimes ce que tu fais et tu vas pas abandonner. Et même si le côté économique n'est plus là, en fait, tu auras la passion qui va te dire, vas-y, j'adore ce que je fais, je vais trouver des solutions et je vais redresser la barre. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de projets qui s'arrêtent. C'est que les gens vont se dire, faut que je cherche une idée pour faire de l'argent. Ils vont pas se dire, tiens, genre, j'adore ça, je vais lancer ce projet là-dedans parce que je sais qu'il y a un truc à faire, etc. Et du coup, je vois beaucoup de personnes qui vont lancer des projets sur des secteurs, etc., qu'ils aiment pas forcément. Et du coup, ça donne des projets qui durent 2, 3, 4 ans, parce que le jour, comme dans toute société, même des très grosses sociétés, ils sont passés par ZenChef, par exemple, qui est une super boîte, ils sont passés par des situations très compliquées. C'est parce qu'ils avaient cet amour-là de l'entrepreneuriat, de la restauration, d'accompagner les restaurateurs et tout dans leur vie, de digitaliser cet écosystème très moyenâgeux. Et c'est ça qui les a fait tenir. Et je pense que les plus belles réussites se font essentiellement par passion. Bon. Au niveau de tes apprentissages, là on en a entendu quelques-uns dans tout ce que tu as dit, mais toi qui aimes bien démystifier, qui aimes bien partager l'expérience, si on devait faire un petit un peu feedback loop là, de ces dernières années en tant qu'entrepreneur, les choses que tu pensais, les avis qui ont changé sur certains éléments ou les learnings que tu as eu, si on devait en lister quelques-uns, ça serait quoi dans les grandes lignes? Je pense que quand on entreprend, il faut vraiment avoir une grosse capacité d'adaptation. C'est-à-dire qu'en gros, l'adaptation, je pense que l'adaptation et la résilience, c'est les 2 points qui font que tu peux être bon dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, la société change tellement vite, les méthodes de consommation changent tellement vite, tout change tellement vite que il faut vraiment avoir une capacité d'adaptation, pas avoir peur de changer rapidement. Parce qu'en fait, si on s'adapte pas rapidement, on meurt très très vite. Surtout dans cette société où tout va très vite. Et moi, je le vois, les sociétés qui sont mortes dans mes domaines d'activité, autour de moi, les compétiteurs, etc., c'est des gens qui n'ont pas voulu s'adapter. Et qui ont voulu continuer à manager les boîtes de la manière dont ils manageaient avec le produit, ils n'ont pas voulu changer le produit, etc. Et je pense que ça, pareil, pourquoi beaucoup de boîtes meurent aujourd'hui, parce que c'est des boîtes qui n'ont pas voulu s'adapter. Il y a plein de boîtes qui n'ont pas pris le virage du digital, qui sont mis dans le mur. Il y a plein de boîtes qui n'ont pas voulu se mettre sur les nouveaux modes de consommation, ils sont morts. Donc en fait, vraiment la capacité d'adaptation très importante, c'est vraiment s'adapter tant sur le produit que sur la manière de vendre, que voilà, c'est global, mais voilà, s'adapter, c'est très important dans l'entrepreneuriat. Mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire que même si il y a quelque chose qu'on n'aime pas, il faut quand même sortir de sa zone de confort et le traiter. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs ne pas aimer la finance et la compta et ne pas regarder ça et se planter. Malheureusement, il faut avoir un œil sur tout. Comme dans une cuisine, quand tu fais un plat, tu as autant l'œil sur la casserole où il y a la sauce que sur le bout de viande qui est en train de cuire dans la poêle. Et en fait, tu peux pas faire abstraction d'un sujet parce que si la sauce elle brûle, en fait ton plat il va être dégueulasse. Et en fait, tu as des piliers dans une boîte, tu es obligé en fait de tout contrôler. Et là-dessus, malheureusement, tu peux pas être laxiste et tu peux pas te dire en fait. Alors oui, certes, tu peux trouver des personnes qui sont très fortes dans leur domaine, mais il faut quand même que tu contrôles. C'est-à-dire que ça reste des salariés, ça reste des gens même qui sont à fond dans ta vision et dans machin. Il faut quand même que tu aies le contrôle et que tu regardes tout ce qui se passe. Donc ça, c'est quand même important. Donc s'adapter, faire des choses par passion pour avoir de la résilience, tout maîtriser, essayer vraiment de tout savoir maîtriser, de sortir de sa zone de confort, de continuellement se former, apprendre des choses, apprendre auprès de ses collègues, parce que les collègues aussi, ils aiment apprendre et transmettre des choses, et puis tu peux apprendre d'eux.
Ils apportent pas que leur expertise, ils peuvent aussi t'apporter ils apportent pas que de l'expertise pour la boîte, mais ils peuvent aussi t'apporter du savoir. Donc c'est important de vraiment comprendre l'écosystème global de ta boîte si tu veux réussir. Il y a un point aussi que tu mentionnais tout à l'heure, c'était le fait de se faire entourer, d'avoir des gens qui sont pour la plupart du temps autour de toi, j'ai l'impression des potes ou devenus des potes. Enfin, il y a une relation qui est pas vraiment une relation de collègue, c'est une relation plus que ça. Ouais. Des gens assez fidèles d'ailleurs Mm-hmm. que t'as réussi à fidéliser par implication entrepreneuriale, mais pas que. Mm-hmm. Est-ce que t'as une secret sauce ou des éléments qui sont importants pour toi pour la création de la culture de la boîte? Et je sais pas d'ailleurs si on parle d'une culture ou d'une culture propre à Emblème, Grupo Mimo et Barracuda, mais qu'est-ce que t'as envie, comment tu l'as créé cette culture? En vrai, c'est un peu créé toute seule. C'est vraiment enfin, s'il y avait qu'un mot à retenir dans la façon d'entreprendre, c'est bienveillance. C'est-à-dire qu'en gros, on est extrêmement bienveillant envers les personnes avec qui on bosse. Du coup, ça crée vraiment un safe space où les gens, déjà, ils évoluent en interne. Tu vois, par exemple, Grupo Mimo, il n'y a pas un manager de restaurant qui est parti depuis 2 ans, quoi. C'est assez rare dans la resto qu'il y ait personne qui part depuis 2 ans. Parce que, en fait, c'est, je dirais une manager par exemple, la manager de 17e, ça fait 10 ans qu'elle fait de la resto, en salle, etc. Elle avait voulu être au siège, on lui a trouvé un poste au siège. Et maintenant, elle est au siège tous les jours et elle kiffe. Des serveurs qui sont passés managers de restaurant. On crée, en fait, une culture de boîte où les gens savent qu'ils peuvent évoluer. Donc on est très loyal, on est vraiment bienveillant dans la manière de traiter les employés. Et en fait, cette culture de boîte se crée par le fait que, par exemple, si tu parles de Grupo Mimo, t'as le côté, si tu veux, t'as le côté social media, c'est une marque connue, donc les gens forcément, quand ils vont en soirée avec leurs potes et qui disent qu'ils travaillent chez Grupo Mimo et que t'as la moitié qui connaît Grupo Mimo, forcément, une aura ou si tu veux, ça te donne, ça te fait plaisir. Nous, t'as des runners, donc des gens qui bossent en salle, qui commençaient à mettre même sur LinkedIn, qui bossaient chez Grupo Mimo, etc. Donc, si tu veux, t'avais cette espèce de vraie fierté, en fait, de bosser chez nous. Et c'est comme ça que la marque employeur et la culture de boîte se créent. C'est en mettant justement, en travaillant à fond la marque. Donc vraiment travailler les réseaux sociaux pour Grupo Mimo, c'était important. Le fait que la marque ait une grosse notoriété, ça permet vraiment aussi de pouvoir recruter, de pouvoir créer cette ambiance de développement, de se dire que voilà, on va aller super loin ensemble, de donner une vision moyen long terme. Et je pense que tu crées une bonne culture de boîte en partageant une vision commune. Donc c'est faut dire que les gens, ils voient là, faut partager là où on va. Faut vraiment que les gens aient pleine conscience de l'objectif de la boîte et qu'ils adhèrent en fait à cette vision-là pour être tous alignés et regarder dans la même direction. Je pense qu'il faut avoir une transparence sur les chiffres, que ce soit sur les salaires des gens, que ce soit sur la trésorerie, que ce soit sur plein de choses. Alors, il y a des choses qu'il faut pas forcément dire tout le temps, mais il faut quand même montrer l'état et la santé de la boîte. Il faut partager les chiffres, il faut être transparent. Je pense que c'est pareil comme le management où on peut plus être dans ce côté très moyenâgeux où on cache tout. Parce que déjà, cacher le salaire, ça sert à rien parce que tu sais que ton équipe, elle va aller au bar d'à côté et puis que au bout du 3e soir, elle va forcément s'échanger t'es payé combien. Donc en fait, je pense que c'est important aussi quand tu crées une culture de boîte de donner assez d'informations pour pas avoir des bruits de couloir et puis pouvoir en gros avoir en fait le même niveau d'information à tous les niveaux. Je pense que le niveau d'information, il faut qu'il soit égal pour tout le monde, que tout le monde soit au courant de ce qui se passe dans la boîte, de là où on va, etc. Et c'est là où tu crées, pour moi, une culture de boîte qui est saine, parce qu'il n'y a pas d'interrogation de la part des équipes de se dire où on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe. Voilà, on passe plus de temps ensemble qu'avec nos familles et les gens qu'on aime et les gens avec qui on a choisi de vivre. Donc je pense que c'est vraiment important de pouvoir créer un safe space comme ils ont à la maison, où on se dit tout, où on communique, etc. Et en fait, au final, les relations que tu as en perso, en pro, sont quand même dirigées par les mêmes besoins, les mêmes valeurs, les mêmes piliers, qui sont la communication, le respect, etc., etc. Et je pense que du coup, la bienveillance, la communication, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Alors oui, ça fait un peu bateau de dire ça, mais pour moi, c'est ce qui permet vraiment de créer une culture de boîte où les gens vont rester parce qu'ils se sentent bien. Je pense qu'il faut aussi partager le gâteau, c'est-à-dire que quand tu gagnes de l'argent, il faut que tout le monde mange. Moi, au début, quand je me lançais, dès que j'avais un surplus d'argent et de budget, j'essayais de prendre des tickets restaurants, de pouvoir acheter des choses au bureau pour que les gens soient encore plus confortables dans leur boulot.
Donc voilà, c'est ce côté aussi loyal et Bienveillant, bienveillant de si on peut faire plaisir, on fait plaisir, un peu comme dans une famille où notre but c'est que les gens viennent ici bosser et qu'ils soient heureux. Et moi, ça me fait plaisir quand j'ai des potes qui viennent. On a fait une Christmas party à Groupe Omio, j'ai des potes qui sont passés, ils me disent mais c'est marrant, tout le monde ici a l'impression d'être potes et ils sont trop contents d'être là. Et même moi chez Emblème ou Barracuda, les gens me disent le dimanche soir, j'ai hâte de venir le lendemain au bureau et je suis content d'être là parce qu'en fait on est devenus tous potes et on s'est créé un bon écosystème de gens qui adorent bosser ensemble et qui ont une vision et un but commun. Et le succès et le fait que tous les voyants soient dans le vert au niveau business fait que la dynamique est canon, quoi. Ça aide. Forcément. Oui, c'est sûr que ça aide. Bien. Un mot, il nous reste quelques minutes, mais je voulais, pour comprendre un peu la mécanique des réseaux sociaux, tu disais tout à l'heure que ce que tu as fait dans la restauration, ça s'applique dans toutes les industries. Moi, dans mon business, Equiden, société de conseil, on aide les grands groupes dans la transformation digitale. Donc, c'est-à-dire qu'on met à disposition des consultants dans les grands groupes LVMH du CAC 40 & Co. pour les aider à piloter leur projet de transformation. Notre enjeu, c'est de trouver des clients, mais aussi et surtout de trouver des candidats qui vont postuler chez nous, parce que l'enjeu n'est pas tant de trouver un besoin, mais de trouver les consultants qui vont bosser sur ces projets-là. Okay. On utilise des réseaux sociaux de manière très légère. Si on se dit que les réseaux sociaux vont nous aider à casser le game et à être beaucoup plus visible que les autres, parce que l'enjeu de visibilité est important. Par quoi je commence et quel genre de questions je dois me poser? En fait, après, c'est déjà quelle est ton audience? Où est-ce que ton audience se trouve? Et ensuite, quel est le message qui va permettre, en gros, une conversion? Donc, en gros, c'est où est l'audience? Quelle est ton audience? Et quel est le message? Quel est l'élément déclencheur qui va faire que la personne va être intéressée par le fait de te contacter? Donc, c'est vraiment de définir, en gros, ton cadre. Et ensuite, une fois que tu as défini ce cadre-là, donc, quels sont les canaux? Quelle est la cible? Quel est le message? Ce message-là, en fait, tu vas créer du contenu autour. Donc, en fait, tu vas définir. Ça peut être plusieurs messages. Hein. Ça peut être 5 ou 10 valeurs ou 10 messages qui vont, toi, te dire. Quand tu interroges les mecs avec qui tu bosses, tu peux déjà définir ces valeurs en t'interrogeant les gens avec qui tu bosses, en disant voilà, genre pourquoi vous êtes venus chez nous, et tu vas forcément sur le nombre de personnes que tu as trouver des similitudes. Et ces similitudes, voilà, vont en fait définir tes valeurs sur lesquelles tu vas pouvoir tabler et créer ton contenu. Donc en fait, il faut que tu t'analyses en gros ton écosystème en interne pour savoir en gros, voilà, quels ont été les éléments qui ont fait que les gens sont venus. Et en gros, pour aller démarcher des nouveaux consultants, tu vas créer du contenu. Tu vas A/B tester. Donc il peut y avoir plusieurs plateformes. Hein. Ça peut être LinkedIn, ça peut être Insta, ça peut être Facebook. Ça peut être plusieurs plateformes différentes. L'idée, c'est de pouvoir créer du contenu, A/B tester, voir ce qui marche pas, optimiser. Et c'est au fur et à mesure comme ça que tu vas pouvoir te créer des stratégies social media qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs business et de recrutement. Ensuite, tu as toute la marque employeur aussi, le fait de créer beaucoup de contenu, tout ce qui est social selling, c'est-à-dire publier tout le temps sur LinkedIn, faire que tu es plutôt en inbound, faire que tous les consultants qui bossent avec toi documentent leur boulot chez toi, documentent ce qu'ils font dans ta boîte, etc., etc. Ce qui permet en gros de créer, si tu veux, cette espèce d'effet boule de neige où les gens voient régulièrement ta boîte passer, etc. Et le fait que les consultants qui bossent pour toi parlent en bien de la boîte et expliquent ce qu'ils font et tout. Pour vous, forcément, ça va attirer les regards, ça va attirer des personnes qui vont s'intéresser au sujet ou qui sont experts dans ce sujet. Et ça va permettre, si tu veux, de pas forcément en plus dépenser beaucoup d'argent, mais tu vois, de faire des podcasts, faire du contenu blog, faire des webinars. C'est tout ce contenu-là, en fait, contenu éditorial qui va permettre d'attirer le regard et l'intérêt de tes futurs collaborateurs. Bien. Merci pour ces inputs. Et merci pour ce partage d'expérience en règle générale. On passe aux questions rapides. Yes. Quelle est ta plus grande fierté jusqu'ici? Plus grande fierté, je pense, Groupe Omimo. Après, en perso, c'est mon fils, forcément. Un truc essentiel que tu aurais fait différemment si tu l'avais su ou réalisé plus tôt? Rendre beaucoup plus rentable rapidement l'agence. Ok, ça n'a pas été une priorité assez tôt et tu aurais pu le faire plus tôt. Ouais, j'aurais pu le faire plus tôt. Les gros comptes, notamment. J'aurais pu me pencher.
Ouais, c'est ça. J'aurais pu me pencher davantage, comme je disais qu'il faut tout contrôler et tout regarder, j'aurais dû davantage me pencher sur les chiffres et m'apercevoir que l'équation, en fait, on pouvait l'équilibrer et j'aurais dû le faire plus tôt. Une boîte qui t'inspire particulièrement en ce moment dans son exécution ou dans sa communication, en dehors des tiennes? Zenly a été une super boîte. Bon, malheureusement, Snapchat a mis fin à Zenly récemment. Mais Zenly était une boîte de dingue. Ils ont vendu 300 millions à Snapchat. Antoine, ça m'avait impressionné parce qu'un jour, j'ai eu Tu l'as croisé, lui, un ouais. gros accident de scoot. Ouais. En fait, Antoine, Martin, en fait, on organisait des soirées ensemble parce que j'étais pas mal DJ aussi étant plus jeune et j'adorais faire plein de trucs et du coup on organisait des soirées Origine ensemble, etc. Et Antoine était devenu un pote et c'est vrai qu'il me parlait en soirée à l'époque ça s'appelait Alert Us, donc c'était cette application en fait qui permettait de tout simplement suivre ton gamin ou ton grand-père pour avoir son rythme cardiaque, s'il avait encore de la batterie, où il était, etc. Donc pour pouvoir en gros prévenir de dangers ou de situations compliquées qui demandent de l'aide. Et il me parlait de ça et en fait, Alertos, en fait, ils ont développé à fond la géolocalisation. Ils ont été meilleurs que Apple et Google, etc. là-dessus. Donc Snapchat les a rachetés à 300 millions. Et c'est vrai qu'il y a la petite anecdote, c'est qu'une fois, j'ai eu un gros accident de scoot. Je suis resté 4 jours à l'hôpital. Et en fait, au bout du 2e jour, j'ai reçu un message d'Antoine. En plus, on se parlait pas tous les jours. Mais il me dit, bah tiens, Coco, c'est bizarre, mes équipes m'ont remonté que ça faisait 2 jours que tu n'avais pas bougé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as un truc? Et je lui dis, bah oui, en effet, je suis à l'hôpital et j'étais arrêté. Et du coup, je me suis dit, ça, c'est quand même une boîte de malade, quoi. Le mec, ça fait 3 ou 4 mois qu'on s'est pas parlé et ça fait 2 jours que je suis sur un lit. Du coup, il m'envoie un message sur les dizaines de millions d'utilisateurs qu'il avait en basé, quoi. Et c'était une très belle boîte, très belle réussite. Et d'ailleurs, là, je crois qu'il lance un projet. Ouais. Une rencontre que t'as faite, et t'en as fait pas mal, visiblement, qui t'a marqué dans l'écosystème et de quelqu'un qui t'inspire particulièrement? Moi, il m'a pas forcément inspiré en termes pro, parce qu'on n'a jamais parlé trop de pro. Après, Oussama en perso m'a toujours impressionné de la façon dont il aborde la vie et les valeurs qu'il a, etc. Et bien qu'il soit souvent critiqué, etc. Et par des gens d'ailleurs qui ne le connaissent pas, 99% du temps. Moi, j'ai toujours admiré la façon dont il avait de traiter la vie. Et ouais, c'est une rencontre assez cool parce au final, on a passé tous les confinements ensemble, on a échangé beaucoup, on a beaucoup parlé sur la vie en règle générale et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et ouais, c'est une des rencontres qui m'a, on va dire, marqué. Après, j'ai plein de gens que je rencontre, avec qui je deviens pote, etc. et qui m'impressionnent de la manière dont ils ont de traiter la vie. Mais ouais, Oussama est une des personnes que j'ai bien kiffé rencontrer. Dans les apps que tu as dans ton téléphone, en dehors de Emblem, est-ce qu'il y en a une que tu recommandes à tout le monde d'avoir? Alors moi, c'est pareil, malheureusement, je suis pas un gros consommateur d'apps, de podcasts, de livres, etc. En vrai, je suis très basique. Les Insta, les TikTok, les LinkedIn, Les réseaux sociaux, quoi. Les Spotify, les réseaux sociaux. Ouais, j'ai pas, on va dire j'ai pas d'app en particulier que je pourrais recommander. Et en parlant de recommandations, dans toutes les personnes qui sont autour de toi, qui t'inspirent, est-ce qu'il y en aurait une que tu me recommanderais d'avoir à ce micro pour partager un peu son expé? Ouais, Louis Marty de Merci Andy, il est cool. Il est passé pareil, lui s'est fait tout seul, il vient du même pôle Leonardo Vinci que moi. Il est passé pareil, il a créé Merci Andy, il est passé pareil par le confinement, etc. Donc c'est un mec qui a pas mal de choses à raconter, je pense, et qui s'est fait tout seul. Donc Louis, il est très très sympa. Je pense que ce serait un bon guest. Si tu peux m'aider à rencontrer Antoine Martin, tu marqueras beaucoup de points dans mon estime. Est-ce que tu as un conseil qu'on t'a donné qui s'est avéré être très utile dans ta vie? Ouais, le conseil, vends pas de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. T'avances jamais trop vite. Fais, une fois que c'est fait et que le résultat est là, tu peux en parler. Mais ouais, jamais trop s'avancer sur les résultats. Je me suis souvent jinx un peu sur ah tiens, ça s'est vendu ou ça s'est fait, et en fait, ah non. C'était toujours pas signé. Comme le restaurant à Neuilly. C'est pas signé, en fait, comme on dit à Londres, until the ink is dry. Faut faire attention. Quel est le son, toi, qui est assez branché là-dessus, la musique du moment que tu écouterais en boucle, que tu pourrais écouter en boucle? Bah, du moment, je sais pas. Peut-être pas du moment, d'ailleurs. Mais j'écoute beaucoup de sons à l'ancienne. Et un son que j'écoute beaucoup en ce moment,
C'est Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Voilà. C'est le son que j'écoute beaucoup en ce moment. Faut bien Mais j'adore le son à l'ancienne, les 70-80. Peux-tu nous dire quelque chose sur toi que les gens seraient surpris d'apprendre? Que je suis un énorme fan de pêche. Ouais, et que je pêche un peu partout vrai. dans le monde quand je peux aller pêcher en dehors de la France. Donc là, je vais à Djibouti. Tout. Oui. Je vais pêcher à Djibouti fin avril. Ok. Voilà. Canon. Il y a une habitude que tu essayes de prendre ou au contraire d'arrêter? Une habitude que j'essaye de prendre, d'écouter les gens encore plus. J'adore parler, donc je parle beaucoup. Parfois, je prends trop de place. Et du coup, apprendre à poser mon discours et surtout à écouter les gens davantage. Ça, c'est important. Et une habitude que j'essaie d'arrêter, le café. J'essaie de pas trop boire de café. Mais bon, après, je dis tout le temps, le café c'est bon pour la santé, le café c'est mauvais pour la santé. Je sais jamais si c'est bon ou si c'est mauvais. Mais ouais, j'en prends pas trop parce que après je suis énervé dans la journée, je suis de mauvais poil. Non, donc ouais, non, et puis ouais, faire plus de sport, écouter plus les autres. Toi qui commences à gagner un peu d'argent maintenant, là, tu t'es fait des petits craquages? Ah oui, complet. Je suis pas un gros dépensier, c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui va. J'ai des bagues, mais j'ai pas de montre. La seule belle montre que j'ai eue pour mes 30 ans, j'ai laissé dans la chambre d'hôtel au Costa Rica. Donc j'ai jamais été un gros matérialiste. Par contre, il y a un truc que j'adore, c'est les bagnoles, et j'adore les vieilles voitures. Donc oui, je me suis fait des craquages. Oui, je me suis acheté une Ferrari, je me suis acheté mon rêve d'enfance qui était d'avoir une Mustang Fastback Eleanor. C'est la bagnole du film 60 secondes chrono avec Nicolas Cage. Donc celle-là, je me la suis achetée parce que j'adore les bagnoles. Je déteste le regard qu'ont les gens quand on a ce genre de voiture, surtout dans Paris. Bien qu'on pourrait penser que c'est sympa que les gens nous regardent, etc. Moi, j'aime pas du tout. Mais j'adore, d'un point de vue mécanique, les bagnoles, etc. J'aime bien aller faire de la Formule Renault à Manicourt. Donc, j'aime bien la F1. J'ai un simulateur chez moi. Donc, j'aime bien tout ce qui est un peu automobile. Même si j'ai quand même de plus en plus, forcément, comme tous, des responsabilités écologiques à avoir. Et c'est pour ça aussi que j'ai revendu récemment mes bagnoles parce que ça pollue. Et quand tu as ton bureau à 50 mètres de chez toi, il y a un moment donné où même si tu aimes les voitures, il faut que ça quand même prenne un minimum de sens. Donc, ouais, craquage, j'adore les bagnoles. Toi qui lis pas beaucoup, il y en a quand même un qui t'a marqué, un bouquin que tu recommanderais? Je lis vraiment pas. Le seul bouquin que j'ai lu, parce que j'adore, je suis très glisse, je fais beaucoup de kitesurf, de surf et tout, c'est les ailes de la mer. C'est l'histoire de la création du kitesurf. Mais c'est vraiment pas un livre à lire pour les gens qui nous écoutent, à part ceux qui adorent le kite. Non, je suis nul, je lis pas. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais, quand on parlait d'habitude à avoir, j'aimerais aimer lire. J'aimerais savoir poser dans un jardin et tranquille et lire 50 pages d'affilée. Alors peut-être que je vais m'assagir avec le temps et puis j'en aurai marre de courir partout. À un moment donné, je vais me poser. Mais là, ouais, non, j'ai pas de livre spécialement à recommander. J'ai le livre, si, il y en a un. C'est le pouvoir persuasion, influence et persuasion. Enfin, c'est le livre que tu lis dans la finance quand tu veux apprendre à vendre. C'est influence et manipulation. Se faire des amis, là où c'est influence et manipulation. Ah, okay. Ou influence et manipulation. C'est en gros, c'est les 7 leviers de vente. Quand tu es dans le métier de la vente, etc., en fait, c'est les 7 leviers qui te permettent de faire dire oui à quelqu'un. Pour adapter ta communication. Ouais. Et ce livre-là, je l'ai lu parce qu'on devait le lire à l'école et il est plutôt cool. C'est la manière dont tu vas faire dire à quelqu'un oui. Je trouve ça assez drôle. Moi qui adore la pêche, tu veux, j'adore déclencher des réactions des gens. J'aime pas manipuler les gens, mais si tu veux, dans le business, c'est vrai que c'est les emmener dans ton filet, oui, c'est ça. Les travailler. C'est marrant de savoir qu'en gros, en disant certaines choses, tu vas pouvoir générer un certain comportement chez quelqu'un. Un peu comme dans les réseaux sociaux où tu vas, avec un certain contenu, donner fin à quelqu'un. Et c'est vrai qu'il y a de l'idée dans tout ce que tu dis, il y a un fil rouge quand même. Il y a un fil conducteur. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait avoir le même parcours que toi, tu lui donnerais quoi? Tu lui dirais quoi? Bon courage. Non, après, je lui dirais que c'est beaucoup de boulot. Il y a rien. J'ai vu souvent des jeunes m'arrêter quand j'étais avec la Ferrari en me disant qu'est-ce que je fais dans la vie. Et j'ai l'impression que dans les yeux, ils attendaient une réponse un peu hack. C'est-à-dire, en gros,
Bah là, Ouais. si tu prends la prochaine à gauche et tu fais un cloche-pied, tu sautes 3 fois sur toi, ça, en fait, il va y avoir des millions qui vont tomber. Et le problème de cette génération, de la nouvelle génération, parfois, je trouve que ils cherchent trop les raccourcis, en fait. Et en fait, dans la vie, malheureusement, que ce soit en perso pour trouver l'amour ou dans l'entrepreneuriat pour réussir, ou même en tant que salarié, il y a pas de shortcut. Alors oui, il y a des histoires de crypto-monnaie où le mec est passé millionnaire mais c'est comme les gens qui gagnent au loto. Oui, il y en a un sur 10 millions ou 14 millions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raccourci. Si tu veux réussir, faut bosser. Si tu veux réussir, il faut être passionné, parce que si t'es passionné, tu vas pas bosser, tu seras pas résilient. Et quand tu vois des gens au sommet, c'est des gens qui étaient à la même position que toi au début et qui sont passés par les mêmes chemins et qui ont juste bossé, qui ont cru en leur projet, qui n'ont pas tout le temps écouté les autres, parce qu'il faut arrêter de dire aux gens d'écouter tout le monde. Surtout les proches n'ont pas forcément de bons conseils, parce que c'est des gens qui vont vouloir plutôt te protéger et ta sécurité que ton succès. Et c'est pour moi pas dans la sécurité qu'on trouve généralement le succès. C'est plutôt en prenant des risques qu'on va aller chercher. C'est toujours le risque rendement, hein, de toute façon, c'est comme dans les finances. Plus on prend de risques, plus on a des chances que le succès soit important. Sans non plus trop en prendre, voilà, faut jauger. Mais ouais, en gros, il y a pas de raccourci. Travaille, sois passionné et une vision et garde-la, quoi. Bon. Et ben merci pour ces bonnes paroles et pour cet échange, le temps que tu m'as accordé, c'était passionnant. Merci Geoffrey. Edouard. Merci à tous. Bonne suite à toi. Ciao, ciao. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à suivre le compte Innovation Leaders sur LinkedIn et Instagram, mais pensez aussi à vous abonner à notre newsletter sur innovationleaders.live pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve dans 2 semaines. À très vite.